Mesdemoiselles et Messieurs, merci de vous joindre à nous dans Actualité sans détour. Je m'appelle Lily Kombo, je suis économiste et consultante de projets de développement. Je suis très heureuse de vous retrouver, comme toujours, sur un sujet d'actualité. Et le sujet de ce jour est un peu spécial. Il englobe tous les secteurs de développement. Son titre le confirme bel et bien, Éclairons l'Afrique, une solution du développement de l'Afrique. Effectivement, le terme développement sous-entend une croissance économique, politique, sociale, environnementale ou religieuse. Je ne veux pas aller plus loin. Vous savez comment les choses se passent dans Actualité sans détour. Je vous présente tout d'abord un sujet et un expert va nous éclairer sur ce sujet. Je vous conseille de prendre note et si vous avez des conseils ou des questions ou des commentaires, vous pouvez les mettre sur la barre d'infos. Sans plus tarder, j'ai l'immense plaisir de vous présenter l'expert du jour, Monsieur Jean-Baptiste Bokoto. Bonjour, Monsieur Bokoto. Vous êtes le bienvenu dans Actualité sans détour. Et comme c'est la première fois, je vous prie de bien vouloir vous présenter à notre public qui nous suit en ce moment. Bonjour, madame. Je me nomme Jean-Baptiste Bokoto. Je suis juriste de formation et j'ai occupé plusieurs fonctions au niveau du pays, entre autres au cabinet du président de la République à l'époque. Et puis après, j'ai eu à occuper les fonctions d'administrateur directeur général d'une société de l'État de la place au Congo. Et après ces fonctions, je suis venu ici en Belgique pour coordonner, du moins du côté de la République démocratique du Congo, un projet qu'on appelait Africa One, qui est dédié à la fibre optique. Mais malheureusement, le projet n'avait pas abouti et je suis resté ici où j'ai mis en place une plateforme d'investissement qui s'appelle Africa Synergy International. Et au-delà de ça, je suis cofondateur du think tank belge qu'on appelle Centre d'expertise et de référence sur l'Afrique centrale, CREAC. Voilà un peu, au-delà de ça, naturellement, je suis administrateur dans plusieurs entités de la place. Voilà, ma première question, Monsieur Bokoto, est celle-ci. Vous avez été il y a quelques jours à Flobecq, qui est une ville wallonne, en Belgique, pour la présentation de l'initiative Éclairons l'Afrique. Pouvez-vous nous présenter brièvement ce concept? Bon, en fait, l'initiative Éclairons l'Afrique a été pensée pratiquement lors du COP 21 qui s'était réuni en 2015 en France, à Paris pratiquement. Et parmi les contributions de la République démocratique du Congo, au-delà du projet, il y a eu, nous avions eu à développer le projet des éco-villages. C'est-à-dire que pour nous, nous estimions que le concept d'éco-village peut être un concept catalyseur qui peut booster pratiquement le développement d'un pays à tous les niveaux. Et naturellement, au cours de cette démonstration, nous avons eu à épingler l'aspect lié à l'énergie, pratiquement parce que l'énergie, pour nous, nous estimons
que l'énergie, c'est pratiquement le moteur du développement, c'est les leviers de développement. Et nous étions un peu étonnés, parce qu'en fait, quand vous voyez l'Afrique avec son taux d'ensoleillement, et vous voyez l'Europe où nous vivons avec le taux d'ensoleillement que vous connaissez, mais on est assez étonné parce qu'en fait, ils ont ici pratiquement l'électricité 24 heures sur 24. Ils n'ont jamais eu de problème d'électricité. Moi, depuis que je suis ici, ça fait pratiquement 10 ans, je n'ai jamais connu de coupure. Peut-être une seule fois, je me rappelle, et ça a fait au moins 1 ou 2 minutes. Mais l'Afrique, qui a pratiquement cette ressource gratuite que Dieu nous a donnée, nous avons aujourd'hui le taux d'accès à l'électricité de 20 à 30%. Et quand vous voyez par exemple le pays comme la République démocratique du Congo, mon pays, c'est pratiquement moins de 5 à 10%. Donc en fait, c'est assez bas. Et c'est en fonction de cela que nous avons pu penser mettre en place cette initiative Éclairons l'Afrique, non pas seulement pour parler de l'énergie comme une fin en soi, mais parler de l'énergie comme catalyseur, c'est-à-dire qu'au-delà de l'énergie, nous avons pu penser d'autres différents services ajoutés qui peuvent se greffer à l'énergie, et au-delà de ça, faire en sorte qu'une entité peut se développer rapidement à cause de ces concepts catalyseurs que nous allons mettre en place. Donc c'est ça un peu la spécificité de cette initiative Éclairons l'Afrique, mais avec un élément encore essentiel, c'est le fait que le grand problème, c'est souvent l'accès au financement. Et nous avons réfléchi les choses de telle manière que c'est l'Afrique elle-même qui va éclairer l'Afrique au-delà des montages financiers que nous allons mettre en place nous-mêmes. Voilà un peu schématiquement résumé le concept Éclairons l'Afrique. Oui, Monsieur Bokoto, pouvez-vous nous parler un peu de l'importance de ce projet sur la lutte contre le réchauffement climatique, étant donné que la découverte des tourbières dans le bassin du Congo a suscité un combat contre la déforestation? À l'Équateur, par exemple, plus précisément à Lokolama, chez les Pygmées, il n'y a pas d'électricité ni eau courante. Il n'y a pas d'électricité, les villageois vivent dans la cueillette, de chasse, d'agriculture et de pêche. C'est un peuple qui dépend de la forêt. Protéger la forêt s'annonce difficile pour eux. Leur interdire de couper les arbres pour se nourrir semble improbable, à moins qu'on leur apporte en contrepartie de l'électricité telle que vous l'envisagez dans votre projet. Qu'en pensez-vous? Ces projets a 4 dimensions. Donc, il y a une dimension économique. Bon, naturellement, l'élément économique est lié au fait que c'est un projet qui est pensé pour booster pratiquement l'économie locale, parce que comme je vous ai dit, au-delà de l'énergie c'est juste une fin en soi, c'est juste un levier. Au-delà de ça, il y a d'autres activités qui seront implémentées, comme l'agriculture, comme des petits métiers, pratiquement des menuiseries, d'autres choses comme ça. Donc c'est vraiment fait pour booster le développement. Au-delà de ça, il y a la dimension sociale. Parce que, bon, naturellement, la dimension sociale, c'est que, bon, nous avons fait en sorte que le projet ou les différentes activités qui seront mises en place seront prises en charge par la population elle-même. Donc ça va créer des emplois. Et au-delà de ça, il y a la dimension environnementale, la dimension écologique. Mais pourquoi ces dimensions, et je crois que c'est pratiquement votre préoccupation, dans la province de l'Équateur, aujourd'hui pratiquement, et beaucoup de gens ne le savent pas,
voyez les puits carbone en fait, qui est au Congo, avec la forêt équatoriale, c'est pratiquement, aujourd'hui, comme les gens le disent souvent, c'est pratiquement le poumon de la planète, parce qu'en fait, ça régule le climat à cause de la forêt. Mais au-delà de ça, avec la tourbière que nous avons, en fait, qui a été découverte il n'y a pas longtemps, c'est un nid, un puits à carbone impressionnant. Un puits à carbone impressionnant parce que ça a un taux en fait, d'emmagasinage qui permet à stocker l'empreinte carbone de telle manière que c'est même plus que le forêt ou autre chose. Et il faut le protéger. Mais vous allez vous rendre compte que souvent, à côté de tourbières, il y a beaucoup de ressources qui sont à côté. Là. Donc ici, il y a les poissons, c'est souvent ça à côté de l'eau, il y a les animaux, il y a le bois, même qui est un des besoins essentiels de la population, tout simplement parce que la population n'a pas de moyens, donc elle est obligée d'aller couper et cela. Et c'est ce qui fait que la seule solution pour elle, je parle de la population, c'est de leur donner d'autres activités que j'appellerais les activités palliatives qui peuvent les empêcher d'aller toucher à ces puits carbone qui sont des tourbières. Et des activités ou les concepts comme le nôtre, avec les éco-villages, avec l'électricité, ça va faire en sorte que les personnes ont l'électricité, donc au lieu d'utiliser le bois, ils ont des réchauds qu'ils peuvent utiliser, ils ont d'autres activités qui vont leur permettre de générer des richesses, ce qui fait en sorte que ça va les décourager pour aller déranger le puits carbone. Donc voilà un peu le lien intéressant qu'il y a entre ces concepts et l'élément écologique. Et comment comptez-vous financer ce projet? Voilà, et pratiquement c'est ça qui a suscité l'intérêt de ce projet. Parce qu'en fait, moi je me rappelle, quand nous étions COP21, il y a les États-Unis, à l'époque c'était encore le président Obama, qui parlait du programme Power Africa. Il y avait le programme de M. Jean-Louis Borloo, l'énergie pour l'Afrique. Voilà. Je me suis rendu compte que souvent quand on parle des macro-projets avec des milliards de dollars, il est souvent difficile de réussir un tel montage et réussir assez facilement. La preuve, c'est que le président Obama est parti, il est parti avec son projet. Monsieur Borloo, Jean-Louis Borloo, que j'aime bien, mais vous êtes rendu compte qu'en fait, jusque-là, on n'entend plus parler de cette initiative. Tout simplement, pourquoi? Tout simplement, cela nous a conduit à se dire que l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même qui va développer l'Afrique. Il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas l'étranger qui va développer, c'est nous-mêmes. Et les moyens existent. Nous avons les ressources, comme je vous ai dit là. Bon, en fait, nous on parle du soleil aujourd'hui, mais il n'y a pas que le soleil. Même les cours d'eau, c'est de l'énergie propre. Il y a la biomasse, il y a l'éolienne, il y a le gaz méthane. Il y a beaucoup de ressources qui sont là et qui peuvent faire en sorte que l'Afrique soit pratiquement le champion en matière d'économie verte. Les ressources sont là. Les ressources humaines sont là. Il y a des expertises qui sont là. Et ce que nous sommes en train de faire en rassemblant toutes ces expertises, nous nous sommes rendus compte qu'on a des expertises. Et au niveau des montages, nous avons pu réfléchir au niveau des montages financiers. Nous avons pu développer des aspects comme le tiers payeur. Le tiers payeur, c'est quoi? C'est-à-dire que nous prenons contact avec notre structure, c'est une coopérative, une société coopérative qui est de droit belge. Donc, on est légalement, on est en mesure
de faire des emprunts auprès d'une banque comme toutes les autres structures ici. Donc, et en ayant ces emprunts, et c'est ça qui peut nous permettre d'aller financer ces activités. C'est ce qu'on appelle les tiers payeurs. Au-delà de ça, il y a d'autres techniques qu'on peut mettre en place, comme les techniques de pollueur-payeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez beaucoup de décès qui se font chez nous, souvent liés à l'utilisation excessive des gaz fossiles. Les fossiles, c'est l'énergie fossile. L'énergie fossile, c'est quoi? C'est les carburants, les diesels, tout ça. Ben, une grande ville comme Kinshasa, en tout cas pratiquement aujourd'hui, à cause de délestage, tout ça, les grandes industries sont alimentées par les groupes électrogènes. Alors, vous imaginez tous ces gaz qui se répandent à travers la ville et beaucoup de gens qui meurent à cause de maladies respiratoires. Et voilà. Donc, tout cela, on peut imaginer. Parlons même un peu des sachets, on a aussi des sachets, mais vous allez vous rendre compte que quand on voit Kinshasa aujourd'hui, avec tous les cas d'inondation, tout ça, pendant la pluie, tout ça, quand il y a la pluie, c'est tout simplement parce que tous les caniveaux sont bouchés, tout ça, parce qu'en fait, les plastiques ont pratiquement pris la place de tout. Aujourd'hui, moi, je me dis même que même dans les fleuves ou dans les rivières, ce sera les plastiques qui vont prendre la place des poissons. Donc, au fait, voilà, on peut imaginer comme ça des mécanismes pour que ceux qui polluent payent. Voilà. Donc, il y ait des taxes, il y ait des amendes. Mais ces taxes-là, on peut les affecter à des projets verts, comme nous sommes en train. Donc, voilà. Donc, nous avons réfléchi, en tout cas, sur tous ces aspects qui sont liés au financement et qui peuvent faire en sorte que nous pouvons facilement financer ce projet. Il y a les mécénats. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. Nous sommes en train de faire le mécénat. Donc, le travail que nous avons commencé, ça nous permet déjà de lever des fonds, par-ci par-là, au niveau des mécènes. Et voilà. Donc, ce n'est vraiment pas une préoccupation au niveau du montage financier. C'est très intéressant, ça. Et quand comptez-vous démarrer et quel est votre planning de réalisation? L'initiative Éclairons l'Afrique, n'est pas forcément pour le Congo. Hein. Donc, c'est vrai que nous avons pu approcher à une certaine époque le gouvernement, les autorités congolaises, pour leur en parler et négocier avec eux une sorte de contrat-programme, parce qu'en fait, nous nous disions, ces genres de projets, on peut également trouver de financement au niveau des institutions internationales, donc comme le Fonds mondial sur l'environnement, tout ça. Mais ces institutions-là, ce sont des fonds publics. Donc nous, étant une entité privée, il nous est difficile d'avoir accès à ce genre de financements qui sont des financements publics. C'est pourquoi nous avions approché les autorités pour que le projet soit adoubé par le gouvernement, pour que nous puissions bénéficier de cela. Et d'autres sources de financement comme les fonds verts et autres. Et nous avions, Dieu merci, reçu une oreille attentive au niveau du gouvernement. Et donc on a un contrat-programme avec le gouvernement congolais. Et il nous a même facilité les contacts avec le Fonds vert. Ben voilà, donc malheureusement à cause de certains problèmes qu'il y a maintenant sur le plan politique, ce financement n'a pas encore été réalisé, mais en fait on est sûr que ça va se réaliser. Mais au-delà de ça, nous avions fait un planning avec le gouvernement en concurrence de 11 éco-villages. Donc on avait planifié 11 éco-villages en concurrence d'un éco-village par province. Bon, on parle de l'ancienne structure des 11 provinces qui existaient. Et donc il y aura dans chaque province un éco-village. Et nous avions commencé dans le Bas-Congo avec l'éco-village de Kisonga. Kisonga, c'est à côté de Songololo, pour ceux qui connaissent le Congo central. C'est le Congo central. Donc c'est à mi-chemin entre Kinshasa et Matadi. Et voilà, donc nous avions bénéficié d'un petit financement de la coopération japonaise, c'est ce qui nous avait permis de monter le premier kiosque solaire qui est encore là.
Voilà, j'espère qu'avec la situation qui va évoluer, prévenue positivement, donc les choses vont évoluer. Au-delà de ça, nous allons maintenant entamer, donc, à la fin de cette année, donc, le deuxième éco-village sera à côté de Kinshasa. Et cet éco-village, on appellera, c'est l'éco-village de Mingadi. Donc l'éco-village de Mingadi, c'est à plus ou moins 30 km de Kinshasa. Et c'est là, c'est avec un partenaire local qui est Espoir pour tous, qui est une structure très, très spécialisée en matière de la gestion des éco-villages. Voilà. Oui, Monsieur Bokoto, quel est le message que vous pouvez apporter au peuple congolais? Le message, il est très simple. Et ça, je crois que je l'ai introduit tout à l'heure. Il ne faut pas se leurrer. Le développement de l'Afrique, le développement du Congo se fera par le Congolais eux-mêmes. L'étranger ne viendra pas développer notre pays. C'est impensable. L'étranger vient pour ses intérêts. Je ne veux même pas aller plus loin, mais je vous dis que non, mais voilà, nous avons le moyen, et les moyens humains, et les moyens en termes de ressources, et les moyens financiers pour développer notre propre pays. Et il faut que les Congolais le comprennent. Et ce n'est pas demain qu'il faut commencer cela, il faut commencer cela maintenant. Voilà le message que j'ai à formuler à la population congolaise. Et un dernier mot, Monsieur Bokoto? Moi, je n'aime pas trop le dernier mot parce qu'en fait, il y a tellement de choses à faire. Je dois tout simplement vous dire que non, mais voilà, c'est le moment ou jamais. Donc, il y a des moments comme ça dans la vie où il faut se taire. Il y a des moments où il faut se dire non mais voilà, le moment il est là, il faut se lancer. Donc c'est vraiment une opportunité pour que les gens, aujourd'hui, compte tenu du caractère participatif de ce projet, c'est un projet participatif. Là, pour le moment, nous pouvons engager des centaines et des centaines de personnes. Ici, par exemple, en Belgique, où nous avons démarré les opérations de collecte, parce qu'en fait, pour les panneaux solaires, nous collectons des panneaux. Donc les entreprises ou les mécènes nous donnent des panneaux, mais qui vont aller les récupérer? C'est des gens. Donc des jeunes Congolais qui veulent être utiles à leur pays et qui veulent gagner parce que c'est payant, parce que nous, on ne fait pas des choses gratuitement. Ils peuvent venir, ils peuvent nous joindre à nous. Il y a beaucoup de travail. On a du travail pour tout le monde. On a du travail pour le collecte de panneaux. On a du travail pour le transport. On a du travail quand ça arrivera à Kinshasa, au pays, pour l'installation. On a du travail au niveau de maintenance. Donc il y a beaucoup de métiers qui vont se déployer au niveau de ces concepts qui est éclairant de l'Afrique. Je vous remercie, Monsieur Bokoto, pour vos éclaircissements sur ce sujet qui est effectivement très important pour le développement du Congo ainsi que de l'Afrique tout entière. J'aimerais vous proposer de revenir pour nous en parler un peu plus, rentrer un peu en profondeur, surtout au niveau du secteur environnemental. Ok? Et j'espère que ce sera pour bientôt. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Comme je vous l'ai dit au début, vos questions et vos commentaires sont les bienvenus. Et je vous prie de partager, d'aimer et de vous abonner afin que vous puissiez être alertés au bon moment et afin que tout le monde soit au courant de ce qui se passe réellement, tout ce qui est dans l'actualité. Encore une fois, merci à tous et à très bientôt.